Allez, c'est parti. On attaque la Deepine parce que si je descends le chat, là, il y a tellement de questions dedans. Hop, je vais vous partager un rapport. La dernière fois, Théo et Thibaut, vous avez montré un rapport qui était plus récent de chez Binance. Binance. Je vais y arriver, merci. Qui se focalisait sur différents schémas narratifs et la partie Deepine était assez succincte. Il y a un rapport qui est un peu plus ancien, qui date de janvier de cette année. On parle de 3 mois, hein. On n'est pas non plus sur des rapports qui datent d'il y a 6 ans, qui entre plus en détail dans la partie Deepine. Parce que je pense que c'est un schéma narratif qui est hyper intéressant, qui a vocation à évoluer, mais pour moi, ce n'est pas un schéma narratif qui vient d'arriver. Il existait déjà, et je vais vous expliquer pourquoi ça existait déjà, et dans quel cadre on va le retrouver. Je vais vous montrer quelques graphiques qui sont intéressants pour comprendre déjà ce secteur, et ce que c'est et à quoi ça sert. Aujourd'hui, quand vous allez sur... On va reprendre les bases d'Internet, en fait, ça sera beaucoup plus simple. Les bases d'Internet, à la base, c'est un serveur dans une université, donc un gros ordinateur dans une université, que des étudiants allaient interroger. Ce qui s'est passé, c'est que ça répondait à un certain nombre de leurs questions, ça renvoyait un certain nombre d'informations. Plus il y a eu d'étudiants, plus il a fallu avoir une machine qui était puissante. Arrivé à la limite technique de la machine, on a acheté une deuxième machine. En ayant une deuxième machine, on a eu à nouveau des utilisateurs qui sont venus dessus. Et on a créé comme ça un ensemble de machines connectées les unes entre elles aux autres, ce qu'on a appelé un peu un réseau maillé. C'est l'ARPANET pour ceux qui veulent un peu aller voir. Et l'idée, ça va être de se dire, OK, on va mettre des bouts de machines un peu de partout dans le monde qui vont répondre à certains besoins et les utilisateurs vont pouvoir aller se connecter dessus. Ça, c'était un peu le lancement d'Internet où tout était beau, tout était joli. Ce qui s'est passé, c'est que l'Internet a évolué et certaines entités ont pris plus de poids que d'autres. Aujourd'hui, quand on parle des GAFAM, je pense que ça parle quand même à beaucoup de monde. Les Google, Amazon, Facebook, maintenant c'est Meta, Apple et autres, et Microsoft ont une part du marché qui est juste impressionnante. Donc, on a une certaine centralisation des entités, de la demande de l'information qui peut potentiellement être censurée. Mais surtout, on arrive sur des limites qui sont techniques et physiques. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus coûteux de prendre une machine, de l'augmenter en termes de puissance, que de mettre une deuxième machine avec la même puissance qu'elle a d'initiale. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que la Deepine est apparue. La Deepine, c'est tout simplement les infrastructures décentralisées. C'est les réseaux d'infrastructures décentralisées. Donc, se dire, au lieu d'avoir une grosse machine qui va tout gérer, on va avoir plein de petites machines de partout dans le monde qui vont interagir entre elles et qui vont répondre aux besoins des utilisateurs. Pour ça, il y a un peu un cercle qui se met en place. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas récent, en fait, cette philosophie-là et cette implémentation-là. Parce que plus on a d'utilisateurs, plus on a une demande qui est forte, plus on a besoin d'une infrastructure qui est puissante. Mais plus on a une infrastructure qui est puissante, plus on va avoir d'utilisateurs qui vont venir dessus. Si, par exemple, vous allez prendre votre opérateur Orange, que vous allez en plein milieu d'une ville et que vous avez, je ne sais pas, de l'edge de partout. Vous ne pouvez pas envoyer un message sur WhatsApp. Vous allez changer d'opérateur. Parce que si, par exemple, SFR à côté a un réseau qui est hyper puissant, qui vous permet d'avoir de la 5G de partout, vous allez passer chez eux. Et en passant chez eux, vous allez apporter de l'argent. Vous allez donner de l'argent, par exemple, à SFR. Et SFR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réinjecter cet argent dans les infrastructures pour qu'elles soient plus puissantes, pour attirer encore plus de clients. C'est ce qu'on appelle la flywheel. Et c'est exactement ce à quoi se confronte la Deepine. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des projets, et ça, il y en a plein qui existent depuis un certain nombre d'années, qui sont tout petits, qui ont du mal à se développer parce qu'il y a peu d'utilisateurs qui viennent dessus. Qui dit peu d'utilisateurs dit peu de récompenses pour les personnes qui vont déployer ces infrastructures. Donc, souvent, elles vont le faire à perte. Sauf qu'elles ne vont pas le faire à perte pendant 10 ans. Et plus on va avoir d'utilisateurs, plus les personnes qui ont ces infrastructures-là chez elles vont gagner d'argent, plus le prix du jeton va avoir tendance à augmenter, plus ça va apporter de nouvelles infrastructures, plus il va y avoir d'utilisateurs. Et là, on commence doucement à rentrer dans cette boucle-là où on commence à avoir d'utilisateurs parce que les plateformes centralisées, elles arrivent un peu à leur limite technique en fait et à leur capacité. La Deepine, il y a plein de sous-secteurs. J'aime pas forcément le découpage que j'ai dans ce rapport-là. Je vous l'annonce d'avance. Il y a eu un découpage qui a été fait par Messari qui découpe en 6 grandes parties la Deepine.
il y a des parties qu'on retrouve sur lesquelles je suis un petit peu d'accord. C'est les mêmes catégories, mais on va pas mettre forcément les mêmes projets aux mêmes endroits. Et surtout, on va pas les commencer de la même manière. Je pense qu'un projet qui parle à beaucoup de gens, c'est la partie storage. Le concept de storage décentralisé, il est globalement assez simple. Je vais voir si je vous retrouve le graphique parce que je le trouvais assez intéressant, c'est ça. Aujourd'hui, quand vous avez par exemple des données et que vous allez les mettre sur le Google Drive, bah, ça va être centralisé auprès d'une seule entité. Ça va être potentiellement centralisé dans un seul data center où vous allez avoir un ensemble de serveurs. Pour ceux qui pensent qu'un data center ne peut pas cramer, je vous laisse regarder ce qui s'est passé chez OVH en France, là, il y a quelques années. Voilà. Je pense que tu vois, Théo, ça te fait rigoler. Mais OVH, qui est une très grosse structure qui fournit des data centers avec tout un tas de serveurs, avait prévu des mesures. Et le feu a pris, ça a cramé le data center et le data center qui est à côté, qui étaient les sauvegardes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des milliers de sociétés qui ont perdu l'intégralité de leurs fonds. Pour être totalement transparent avec vous, on avait un serveur chez eux. Sauf que dans notre bonne intelligence, et ça c'est parce que j'ai travaillé dans le milieu de la cybersécurité, je sais qu'il ne faut pas un seul point de défaillance, on faisait des sauvegardes tous les jours, toutes les heures, qu'on envoyait en dehors de chez OVH, chez un autre hébergeur. Ce qui a fait qu'on a pu basculer chez un autre hébergeur en quelques heures. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le fait d'avoir du stockage qui est décentralisé, qui est sur plein de points différents, vous allez avoir une résistance en fait, qui va être beaucoup plus importante que si on a un seul serveur qui est centralisé. L'avantage, c'est qu'également, c'est beaucoup plus compliqué de pirater un réseau entier que de pirater un seul serveur. Et vu comme on va pouvoir décentraliser les informations, le coût de stockage, il est bien moindre. Donc aujourd'hui, quand on est une grosse société, qu'on a besoin de stocker un grand nombre d'informations, c'est financièrement plus intéressant d'aller stocker sur plein de petits serveurs que d'avoir une méga machine au sein de notre entreprise. Et la blockchain, elle est plus ou moins, c'est un registre qui est décentralisé, qui est distribué, mais qui n'est pas fait pour stocker beaucoup d'informations. Et ça, c'est quand même une grosse problématique, parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes, par exemple d'échange, qui ont besoin de stocker des carnets d'ordre. Où est-ce qu'ils peuvent le stocker? Soit ils achètent un serveur et le stockent dessus, potentiellement il se fait pirater, la plateforme de Dex subit des gros dégâts. Soit ils se disent, ok, on va passer par ce qu'on appelle par exemple l'IPFS. L'IPFS, c'est un système de fichiers décentralisé sur lequel vous pouvez stocker par exemple un fichier qui va être découpé en plein de petits morceaux, mis un peu de partout sur des machines, et on va voir qu'ils vont être chiffrés, et on va avoir un identifiant qui va relier tous ces petits morceaux. Ça marche très bien. Et pour ceux qui veulent connaître un peu l'histoire, la société qui a développé l'IPFS, donc Protocol Labs, c'est la même société qui a développé Filecoin. Et ici, si on regarde un petit peu les jetons qui sont mis en avant là sur le storage, pour ceux qui connaissent un peu le logo, c'est Filecoin. C'est-à-dire que la même société a développé deux solutions. Une solution totalement accessible, libre et gratuite à n'importe qui, et une solution payante qui s'appelle Filecoin. Alors ils vont vous dire oui, mais on a des avantages, on peut traiter ça sur mobile. Ils ont développé aussi une application pour l'IPFS sur mobile. Oui, mais nous on a un réseau qui est puissant. Vous regardez leur tokenomics, le jeton il se prend une inflation qui est terrible. Oui, mais nous on a du chatter. Ah, ok. Pourquoi toutes les grandes sociétés américaines ne veulent pas donner leurs données chez vous? Pourtant, vous êtes un réseau qui est décentralisé. Tout simplement parce que la plupart de vos nœuds sont en Chine. Vous voyez? Il y a des problématiques de fond qui sont beaucoup plus importantes. Quand on regarde un projet, il ne faut pas juste s'arrêter au « c'est le premier de la catégorie, donc il doit être bon ». Il faut vraiment comprendre les besoins en profondeur, en fait. Il faut comprendre ce que chaque projet va apporter et la manière dont il va l'apporter. Et surtout, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent l'utiliser et pourquoi elles l'utiliseraient? Et aujourd'hui, le plus gros frein aux plateformes, aux très très grosses plateformes qui veulent utiliser du stockage décentralisé, c'est la fiabilité et la robustesse. L'IPFS, c'est bien, mais il faut des explorateurs. Et ces explorateurs, aujourd'hui, ils sont pas très fiables. Ils ont tendance à censurer.
Et puis Google n'a pas forcément envie d'avoir ces données de partout réparties chez les utilisateurs. Et surtout, il n'y a pas de mécanisme qui incite les utilisateurs à donner leur disque dur pour aller stocker des données dessus. Après, il y a par exemple Arweave qui s'est lancé sur ce secteur-là en disant « Ok, on a besoin un peu d'archiver des données ». Et donc, c'est devenu la blockchain de l'archive. Et on a eu l'arrivée des blockchains modulaires avec ceux qui ont commencé vraiment à conceptualiser la chose, je trouve que c'est Celestia. Le projet, il est ce qu'il est, mais je trouve que la conceptualisation qu'ils ont apportée était très intéressante. On avait du mal à découper les blockchains sous forme de couches. Et eux, ils se sont dit, OK, on va apporter des graphiques qui sont simples et qui peuvent être utilisables un peu par tous. Binance étant des gros opportunistes, il faut dire ce que c'est. Hein. Ils ont des capitaux, ils ont des équipes qui sont là pour faire de la recherche et du développement, ils payent des personnes, ils ont développé ce qui s'appelle BNB Greenfield. BNB Greenfield, c'est une couche qui permet de faire ce qu'on appelle de la data availability, donc de permettre aux données sur les blockchains de pouvoir échanger, de pouvoir être stockées de manière un peu plus simple. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, on n'en est qu'au tout début, c'est juste un concept. Là, je vous parle de la DeepIn comme ça, de manière un peu arbitraire, un peu rapide. Mais en fait, dans les accompagnements qu'on fait avec Thibaut sur le long terme, où vous pouvez les rejoindre, on en parle en profondeur. Et la DeepIn, moi je parlais du stockage il y a déjà plus de 2 ans en fait. Et là, j'ai refait une session sur la DeepIn en profondeur. On vous parle des jetons, on vous parle de la tokenomics, on vous parle de toutes les problématiques. Donc c'est pareil, si vous voulez rejoindre un accompagnement de qualité pour investir sur long terme sur des projets et sur des narratifs qui sont fiables, il y a un accompagnement que vous pouvez rejoindre au format mensuel. Vous suivez le nombre de mois que vous voulez, vous regardez tous les replays qui vous intéressent, vous avez toutes les informations qui vous intéressent, et après, vous pouvez passer à autre chose si vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez nos projets, pourquoi on investit dessus et comment on le fait. Et la DeepIn, je vous assure que c'est vraiment un gros morceau et c'est super intéressant.